Alors, vous avez aussi, je crois, en 93, collaboré avec Swatch. Et là, ce que j'ai repéré, c'est qu'on y voit un trait noir, hein, qui est ici, qui est aussi votre marque. C'est-à-dire, il y a à la fois ce trait noir cerné qui peut évoquer le vitrail, qui peut évoquer la bande dessinée. Oui. Vous avez bien saisi cette évolution, en fait, parce que toute la première partie de ma carrière, je ne fais que des unis, je ne dessine pas. D'ailleurs, je suis un gaucher contrarié, donc je mets très longtemps à affirmer mon trait, hein. Et je commence à l'affirmer à partir des début des années 90, en faisant ce travail pour Swatch, en commençant à en faire quelques imprimés, en dessinant des cravates. Je commence à dessiner ces personnages qui relèvent d'une sorte de naïveté, peut-être qu'aussi l'influence de la figuration libre, Combas, Di Rosa, Blanchard, Boiron, est important sur moi parce que je commence à faire des collaborations avec eux de robes tableaux, notamment avec, on a la formidable couverture de Connaissance des Arts avec Hervé Di Rosa par Hans Namuth, et je m'affranchis de ce geste de gaucher malhabile et j'en fais un trait personnel, habité de naïveté, de sincérité et aussi d'un peu d'ésotérisme, puisqu'on y retrouve des cœurs ailés, des étoiles volantes, tout un univers qui est en train de naître, de symbolique et qui va me suivre jusqu'aujourd'hui. Hans Namuth, qui est aussi le photographe de Pollock. Alors, puis vous collaborez, il y avait énormément de collaborations, on sent une espèce d'appétit à collaborer, à échanger des idées, des formes. Cette alliance qui est très novatrice quand même, qui est cette idée de collaborer, qui n'est pas du tout dans l'esprit des années 80 ou 90, qui est transgressive. Par exemple, ma rencontre avec Weston, je prends le mocassin et je l'introduis en color block et soudain il est transfiguré. Donc cette idée aussi de mettre mon nom près de celui de l'industrie. J'aime cette idée de me frayer à un principe industriel. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de collectif, il y a cette idée sociétale de faire ensemble, hein. Donc j'ai toujours aimé me plonger dans les ateliers, travailler auprès des artisans, de ceux qui ont le savoir-faire, et de vous regarder comment je pouvais intervenir. Et ça, c'est formidable. Et la Weston, j'avoue, je l'adore, je l'ai découvert sur le mocassin. En effet, il y a un geste qui est très radical, c'est-à-dire vous prenez la Weston comme elle est, juste vous changez les couleurs, voilà. Et ça y est, c'est autre chose. Mais c'est un équilibre très particulier. Ce traitement de la couleur est vraiment quelque chose qui est né avec le temps. C'est quelque chose qui est une sorte de... je suis habité par cette transformation. Et je l'ai appliquée dès le départ sur des chaises Louis XVI de ma mère, en les faisant démonter par un tapissier, en les transformant en couleurs primaires. Alors, si elles avaient été à Versailles, je pense que la reine se serait évanouie, quoi. Donc, il y a cette force de la couleur comme une empreinte hors temps. Hein. Ouais. Voilà. Alors, vous collaborez en effet beaucoup avec des marques et aussi avec des créateurs, notamment Courrèges, qui, je crois, a dit de vous, Jean-Charles est comme moi, il ne fait pas de la mode, mais du style. Qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, Courrèges, très tôt, j'ai eu deux fascinations. J'ai eu Raymond Loewy, hein, qui m'a interpellé, qui avait dessiné, aujourd'hui c'est considéré comme des logos tragiques, Shell, Esso, BP, mais qui étaient tellement bien dessinés, Exxon. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ce maître qui était Raymond Loewy. Et l'autre maître que j'ai sollicité dès mes premières années, lorsque je dessinais ces combinaisons blanches, futuristes, c'était André Courrèges. Et puis, dans les années 70, j'ai finalement choisi le chemin plutôt de travailler avec créateurs et industriels, avec Didier Grimbach et André Putman. Mais dans les années fin 90, j'ai eu un coup de téléphone d'André qui me dit « Jean-Charles, j'aimerais bien que tu viennes me voir, j'ai quelque chose à te proposer. » Et je suis allé rue François 1er, et là, il m'a dit « Est-ce que tu peux dessiner ma collection ?» Et j'ai eu la chance de travailler dans un atelier remarquable, presque un atelier d'architecture, où lorsque je faisais les vêtements les plus simples comme celui-ci, il en sortait des cathédrales. Donc j'avais quelqu'un face à moi qui avait cette école non pas de la mode, mais de l'architecture et du style. C'est ce qui a toujours été
mon attraction. C'est pour ça que j'ai été vers Loewy, c'est pour ça que j'ai été vers Vignelli, c'est pour ça que je me suis retrouvé au symposium de design en 81 avec Hans Hollein, avec toute cette merveilleuse génération de designers comme Ettore Sottsass. Alors on peut trouver dans votre travail une part politique, bien que ce soit finalement plus une ode à la bonne humeur, mais il y a aussi avec Cartier une collaboration que j'ai trouvée intéressante avec un message pour la paix et une phrase, je ne me rappelle pas exactement, mais où vous avez cette idée que de comparer le bracelet de la montre avec la trace sur le sol des tanks, qui est évidemment une phrase qui résonne aujourd'hui, on en parlait à l'instant, avec l'Ukraine, avec ce message, si c'était Cartier qui faisait des tanks, on aurait peut-être un peu moins de guerre. Voilà. En fait, lorsque j'avais 10 ans, dans une bande dessinée, il y avait un personnage qui, lorsqu'il mettait ses lunettes, il voyait le monde différemment. Hein. Et moi, je n'ai pas besoin de lunettes. À chaque fois que je vois quelque chose, j'ai cette idée de le transformer. Lorsque Le Figaro Madame m'a donné la rédaction en chef d'un numéro en entier, j'ai dit, je veux faire les publicités. Et on m'a dit, mais c'est pas possible, jamais ils n'accepteront tous. Et en fait, Hermès a accepté, Cartier a accepté, et j'ai fait ce dessin que Cartier utilise toujours d'ailleurs, qui dit, si tous les tanks étaient dessinés par Cartier, le monde serait en paix. C'est une utopie poétique, bien sûr. Je crois que chaque créateur aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, a un devoir d'essayer par son travail de participer à la marche du monde. Et en tout cas, d'y insérer des choses positives. Voilà. Alors certains les lisent, d'autres ne les lisent pas, bien sûr. Alors vous êtes originaire, je crois, de vers Limoges. Aussi tardivement, d'adoption. Oui, d'adoption, pardon. Voilà. Et vous y retournez dans les années 95 pour une collaboration avec un service, je crois que c'est celui-là, qui est à ma droite, le service Auréole, qui est tout en nuancier. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, je trouve, en les regardant, c'est ce qui m'a frappé le plus, une idée de nuance, un petit peu comme si vous aviez donné les couleurs à utiliser pour. Sauf que là, il voulait poser directement sur les objets. Oui, il y a toujours cette quête de découvrir de nouveaux territoires, en fait. Il y a ce côté disciplinaire, cette relation à la couleur, vraiment où j'utilise maximum 3 couleurs, le rouge, le jaune et le bleu. Parfois, j'invite le vert, et assez tardivement, parce que je me sentais prisonnier du vert en Limousin, il y avait du vert partout. Donc j'avais le même syndrome que Mondrian lorsqu'il se tournait dos à la fenêtre. Hein, donc il y avait ça un peu. Il refusait de manger face à la verdure. Voilà. Mais quand même cette tentation des pastels mis en abîme avec les couleurs primaires. Donc il y a toujours ce flirt indécible et mystérieux que j'ai avec les couleurs. Et dans Auréole, c'était ça. C'était aussi cette rencontre avec la spiritualité qui a habité mon travail tout le temps, en fait, hein, parce que j'ai toujours trouvé que créer, c'était une manière de prier. Hein, et dans la création, il y a cette ode à une forme de spiritualité. Hein. Je pense que l'on croit en Dieu ou pas, et il y a cette rencontre entre l'art et l'invisible. Donc, pour moi, c'était lié à ma foi. Donc, les ailes sont apparues, la transparence de la porcelaine. Voilà, il y a des choses